J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ASMR Crime. Nous allons partir en voyage. Je vous emmène en Franche-Comté pour faire la connaissance d'un jeune homme âgé de 23 ans, Théo Descouchons. C'est un peintre en bâtiment qui vit encore chez ses parents à Besançon. Il sera décrit par ses proches comme quelqu'un d'extrêmement timide et mal à l'aise avec les femmes. Il ose à peine les approcher et n'aura d'ailleurs jamais de relations sérieuses. Mais au-delà de ça, c'était quelqu'un qui était très apprécié par ses amis et par sa famille. Il avait le cœur sur la main, il était généreux, très à l'écoute, il se souciait du bien des autres en s'oubliant parfois. C'était quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de bien. Mais sa vie va basculer en 2021. À cette période, Théo s'était inscrit sur une application de rencontre dans l'espoir de trouver l'amour. Il y fera la connaissance de Camille Anguenou, âgée de seulement 18 ans. Théo sera très vite fasciné par le mode de vie de Camille, elle qui sera décrite comme quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Une femme rayonnante, libre, très sociable, indépendante, mais en même temps ne se laissant pas marcher sur les pieds. Elle avait un certain caractère. On sait également qu'elle était passionnée d'équitation. Elle avait notamment un cheval nommé Volcan. Elle avait son propre studio proche de Besançon. Elle travaillait en tant que caissière dans une boulangerie, ce qui lui a permis de prendre son indépendance rapidement. Et petit détail, il semblerait que cette jeune femme aimait beaucoup plaire. À 18 ans, elle avait beaucoup de petits copains, et parfois même en même temps. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons parler de l'affaire qui nous intéresse. Et pour cela, nous allons revenir en novembre lors de leur rencontre en boîte de nuit. Mais les choses ne vont pas très bien se passer, puisque Théo, depuis sa rencontre avec Camille, semble se décoincer un peu. Ses proches auront d'ailleurs remarqué un changement de comportement. Il semblait beaucoup plus sociable. Il dansait, il rigolait, il parlait avec des gens, il paraissait beaucoup mieux dans sa peau. Tous d'ailleurs seront très contents pour lui. Mais ce soir-là, profitant de sa soirée, Théo va se retrouver à discuter avec une fille. Et sans trop comprendre pourquoi, celle-ci va l'embrasser. Malheureusement, Camille va apercevoir ce geste et va immédiatement le bloquer sur tous ses réseaux. Une décision que Théo va très mal vivre. Il était devenu véritablement accro à cette femme. Mais étrangement, une semaine plus tard, Camille reprend contact avec lui. Il va bien entendu s'excuser en lui disant « C'était une erreur, j'avais le coup de foudre pour toi ». Elle lui répondra « Tu veux te faire pardonner ?» et l'invite le soir même chez elle. Il accepte, mais confie à ses amis par message « J'ai peur de ne pas oser sortir de ma coquille, je verrai bien comment ça se passe, et si ça se passe mal, je rentrerai. » Mais son ami va le rassurer en lui disant que tout va bien se passer, qu'il ne peut rien lui arriver. Nous sommes le 29 novembre, c'est une journée pluvieuse et Théo prend sa voiture afin de se rendre au domicile de Camille. Durant la soirée, il va échanger par message avec ses amis. Il dira « Ça ne marche pas avec Camille, nous sommes trop différents ». Ses amis attendront des nouvelles, mais ce sera son dernier message. Le lendemain, Théo n'ira pas travailler, ce qui est très étrange, lui qui n'a jamais manqué un seul jour de travail. Quant à sa famille, elle tente sans cesse de le joindre depuis la veille, mais n'aura plus aucune nouvelle. Sa voiture ayant également disparu, ses proches prennent la décision de contacter Camille. Celle-ci expliquera que la soirée s'est très bien passée, qu'ils ont couché ensemble, mangé une pizza et regardé des films, bref, rien d'anormal. Mais le silence prolongé de Théo remplit d'inquiétude sa famille qui vont mettre la pression à Camille en évoquant la possibilité d'un suicide amoureux. Camille, sur la défensive, dira « Je ne veux pas d'emmerde, il est venu chez moi et il est reparti. Même s'il s'est suicidé, est-ce qu'il y a des preuves que c'est à cause de moi ?» Elle ajoutera « Théo, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, il m'a aidé quand j'étais plus bas que terre. » Intrigués, les proches de Théo décident de se rendre chez Camille pour en apprendre davantage, mais découvriront qu'elle est partie en laissant un mot sur la porte annonçant son retour dans quelques jours. La mère de Théo décide donc de se rendre au commissariat pour signaler la disparition de son fils, qui est tout de suite pris au sérieux. Et les enquêteurs vont très vite s'apercevoir que le téléphone du disparu est inactif depuis 6h05 le 30 novembre. En revanche, la carte bancaire, elle, est très active. Dès 8h du matin, le 30 novembre, il y a un retrait en station-service et divers achats dans les jours suivants.
notamment un retrait de 600 € effectué à un distributeur, et comme dans beaucoup d'enquêtes, les policiers vont consulter la vidéosurveillance de la banque, puis présenter les clichés aux proches de Théo, qui vont reconnaître immédiatement la veste de Camille et les chaussures de Théo. De plus en plus inquiets et après investigation, les enquêteurs vont réussir à retracer la journée de Camille en détail. Tout commence donc le 30 novembre à 8h06. Camille serait donc partie avec la voiture de Théo. D'ailleurs, petit détail que vous allez adorer, elle n'a pas de permis. Elle se serait donc arrêtée dans une station-service pour faire un plein d'essence avec la carte bleue de Théo. Quelques heures plus tard, vers 14h50, elle va se rendre dans une zone commerciale à proximité de Besançon pour acheter des bijoux, toujours aux frais de Théo, bien évidemment. Par la suite, nous aurons ce fameux retrait de 600 € avant de se rendre dans la ville de Bordeaux. Une fois arrivée sur place, elle louera une love room avec jacuzzi pour 2 nuits afin de rencontrer une de ses conquêtes, toujours avec l'argent de Théo. 2 jours plus tard, elle se rendra en direction de Dijon, retrouver un ex-compagnon avec qui elle aura un arrangement pour trouver de fausses plaques d'immatriculation afin de garder la voiture de Théo pour son usage personnel. On apprendra par la suite qu'elle aura également un rapport sexuel avec cet homme et fera un dernier arrêt dans un magasin pour se procurer des sacs poubelles et du ruban adhésif. On ne saura jamais pourquoi ces achats. Par la suite, une de ses amies croisera Camille dans une soirée où elle dira qu'elle semblait tout à fait normale et avait l'air de s'amuser. Le lendemain, en reprenant la route, Camille aura un accident avec la voiture de Théo. Rien de grave, mais appellera tout de même un ami pour lui demander de la ramener à son domicile, chose qu'il fera. Le lundi 6 décembre, Camille rentre enfin chez elle et tombe nez à nez sur la police. Étant la principale suspecte, elle devra subir une perquisition à son domicile. Et c'est à ce moment que les enquêteurs, malheureusement, découvriront dans un placard à balai le corps de Théo emballé dans des sacs plastiques avec les mains ficelées dans le dos. Ils remarqueront également des marques de chaussures sur le dos de Théo et trouveront les éléments qui ont permis à sa mort dans une poubelle à proximité. Camille sera bien sûr placée en garde à vue et avouera très calmement et assez froidement avoir donné un coup de couteau dans le ventre de Théo avant de l'étrangler avec la cordelette de sa jupe. Mais elle précisera avoir été victime de tentatives d'agression sexuelle. Ce serait donc de la légitime défense. Elle raconte qu'il se serait endormi dans le même lit, tout habillé, jusqu'à ce qu'elle soit réveillée vers 4h du matin par les caresses du jeune homme qu'elle aurait repoussé immédiatement. J'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Il ne l'a pas entendu, il continuait. Rassurez-vous, cette version ne sera pas du tout prise au sérieux, de par la personnalité de Théo qui osait à peine dire bonjour aux femmes notamment, mais surtout au vu des actes de Camille. On sait par exemple avec certitude que après avoir donné un coup de couteau, qui d'ailleurs n'était pas mortel, Camille a pris le temps de ligoter les mains de sa victime, puis s'est rendue dans la pièce à côté pour chercher une cordelette et mettre des chaussures, de sorte à avoir plus de force pour étrangler Théo, en positionnant son pied sur son dos. Ce n'est en aucun cas de la légitime défense, c'est une exécution. Alors les enquêteurs vont vouloir comprendre pourquoi, quel est le mobile, et tomberont d'accord sur un mobile crapuleux en s'apercevant par exemple que Camille, la veille du meurtre, cherchait à tout prix à se faire prêter une voiture et de l'argent afin de se rendre à Bordeaux pour rencontrer l'homme dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. C'est après le refus d'un premier ami qu'elle aurait repris contact avec Théo en lui écrivant ce fameux « Tu veux te faire pardonner ?» Au fil des interrogatoires, Camille aurait prononcé le mot « pigeon ». Elle aurait effectivement affirmé avoir une liste d'hommes qu'elle pouvait utiliser quand elle en avait besoin. Et il semblerait que Théo fasse partie de cette liste. Les sentiments n'étaient donc pas réciproques. Ce qui intéressait Camille, c'était son argent et sa voiture. De plus, Camille, face aux enquêteurs, ne fait preuve d'aucun remords et aura dans cette affaire fait preuve d'un grand sang-froid. On apprendra par exemple que lorsque le corps de Théo était encore dans son salon, elle aurait saisi son téléphone pour envoyer un SMS à Théo. « Merci pour hier soir, c'était vraiment bon, fais attention sur la route ». Elle publiera également sur ses réseaux l'avis de recherche de Théo, faisant mine de s'inquiéter, et ira même jusqu'à proposer aux proches de Théo son aide pour le retrouver, en disant être prête à retourner toute la Franche-Comté pour le retrouver. Les policiers, dans l'optique de comprendre sa personnalité et sans la juger, tâcheront plus tard de comprendre pourquoi à 18 ans a-t-elle autant de petits copains.
l'agression sexuelle quand je le souhaite. Et à ça, on est d'accord, chacun est libre de faire ce qui lui plaît, mais pour une supposée agressée sexuellement, son comportement n'est pas du tout crédible. Tout ce qu'elle va tenter pour se défendre va l'incriminer davantage. Elle sera placée en détention provisoire dans la prison de Mulhouse, où elle aura pu revoir sa mère et son avocate, qui décideront ensemble de défendre haut et fort la thèse de l'agression sexuelle et en jouant sur le fait qu'elle n'a que 18 ans et n'a donc rien à faire en prison. Le procès est arrivé assez récemment, je vais donc pouvoir vous en parler assez brièvement. Il a eu lieu le 13 septembre 2024, soit 3 ans après les faits. Camille, qui comme je vous l'avais dit précédemment était une jeune femme pleine de vie, rayonnante, est arrivée en cour d'assises le visage très fatigué, très abattu, méconnaissable. Et pendant 4 jours de procès, ce qui est assez court, l'avocate de la défense va tenter de faire valoir la thèse de l'agression et justifiera tous les actes suivants comme un état second, ou plutôt une altération du discernement. Elle tentera d'effacer la possibilité du crime crapuleux et remettra en cause le rôle de la victime. Elle se battra jusqu'à la dernière minute en rappelant le jeune âge de sa cliente. L'avocat général, en revanche, ne fera aucun cadeau et dira que Théo, en acceptant ce rendez-vous, a couru vers sa propre mort, a couru vers un guet-apens. Il laisse supposer la préméditation, même s'il ne peut le prouver officiellement. Alors, que s'est-il réellement passé? Eh bien, n'ayant pas d'aveu, on ne peut rien affirmer. Y avait-il préméditation ou est-ce un coup de folie? En tout cas, Camille a bel et bien attaqué Théo et l'a tué d'une manière extrêmement violente, ce qui choquera les jurés. L'avocat général réclamera 25 ans et au terme du procès, les jurés ont condamné Camille à 30 ans de réclusion criminelle, soit la peine maximale pour avoir volontairement donné la mort à Théo et lui avoir ensuite frauduleusement soustrait sa carte de crédit et son véhicule. La thèse de l'agression sexuelle n'a pas été retenue et l'altération du discernement évoquée par la défense non plus. L'avocate de Camille dira en sortant que les jurés ont été sourds à l'âge de l'accusé. La peine maximale pour une gamine de 18 ans, c'est beaucoup. Camille, quant à elle, à l'annonce du verdict, s'est effondrée, mais prendra toutefois la décision de ne pas faire appel et d'assumer son acte. Elle sera transférée le jour même dans sa cellule pour y purger sa peine. De manière, disons, plus personnelle, je trouve vraiment triste cette histoire. Parce qu'on a un jeune homme qui manque clairement de confiance en lui, qui rencontre une jeune femme qui lui plaît, avec qui potentiellement il a envie d'entamer quelque chose de sérieux, avec qui il se sent bien. Et au moment où il espère enfin trouver l'amour, il trouvera la mort. C'est vraiment injuste. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est faites bien attention avant de rencontrer des gens. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et voilà, c'est la fin de cette histoire, et c'est également la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est important. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle affaire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. Prenez soin de vous, et à bientôt.